Bon matin tout le monde, très content d'être ici. Puis on ouvre ça ce matin en force avec un panel qui m'a fait fort intéressant. En fait, on va discuter des nouvelles activités professionnelles des pharmaciens. Il y a eu beaucoup de changements qui ont eu lieu dans les dernières années. Ça a été catalysé par la pandémie. Fait que, on voulait juste faire une mise à jour pour tout le monde pour savoir qu'est-ce qui peut être fait en partenariat avec les pharmacies communautaires pour la prise en charge, une meilleure prise en charge de nos patients avec des troubles liés à l'usage de substances. Fait que je vais commencer par, en fait, présenter les panélistes, les conférenciers aujourd'hui. Fait que premièrement, ici, à ma gauche, on a Marianne Rondeau, qui est infirmière de liaison à l'équipe de proximité accès, programme TAO, au CIUS Estrie, Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Ensuite, on a Stéphanie Fouché-Laurent, qui est pharmacienne à la pharmacie Phyllis-Saunier à Montréal, qui ont notamment quand même une grande clientèle de patients sous TAO, notamment. Puis Stéphanie est aussi impliquée dans divers autres projets en dépendance via l'INSPQ. Elle est aussi conférencière à l'Université de Montréal pour les étudiants en pharmacie. Et finalement, on a au bout de la table M. Patrick Boudreau, qui est pharmacien de profession. Il est actuellement directeur principal à la direction qualité de l'exercice et de relations partenaires de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Donc, on est très heureux d'avoir ces trois personnes-là à la table avec nous aujourd'hui. On va y aller d'entrée de jeu avec les objectifs de ce panel-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre aujourd'hui? Fait qu'on va, en fait, identifier les modifications dans le champ d'exercice du pharmacien communautaire, fait que toutes les nouveautés, les nouveaux actes professionnels, qu'est-ce qui est permis maintenant de faire aux pharmaciens maintenant au Québec. Puis aussi, on va parler de nouvelles réglementations, des nouveaux assouplissements de Santé Canada pour ce qui est de la prescription de certaines drogues et autres substances. Puis, en fait, on va essayer de faire la lumière, démontrer des exemples de collaboration fructueuse entre les équipes de soins, les pharmaciens communautaires, puis savoir comment on pourrait bonifier cette relation-là. Fait que c'est beaucoup là-dessus qu'on va aussi, que nos panélistes vont discuter aujourd'hui. Fait que, pour ce qui est des conflits d'intérêts... J'en ai pas. Moi non plus. Et moi non plus. Et comme ça risque d'être plus fort que moi, je risque de sortir de mon rôle de modérateur à certaines occasions, et que moi-même, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Puis, en fait, d'entrée de jeu, je voulais juste vous mentionner que aujourd'hui, en fait, on va vous présenter notamment un outil qui a été développé par l'ESCODI, qui résume un peu toutes ces nouvelles activités professionnelles du pharmacien. Cet outil-là, je pense qu'il a été imprimé, je pense que tout le monde y a accès, il va avoir une copie sur la table devant soi. Puis il est aussi disponible en ligne dès maintenant sur le site web de l'ESCODI dans la section « Les incontournables ». Fait que sans plus attendre, je vais laisser la parole à mes collègues. On va... En fait. Ça marche-tu, le micro? Oui. Okay. On va vous présenter d'entrée de jeu là, pour l'ajustement d'ordonnance qui a été beaucoup changé. C'est-tu mieux comme ça? Qui a été beaucoup changé là, avec la pandémie, puis qui nous a donné beaucoup plus de latitude. Puis je dis, nous, là, moi, j'étais infirmière au CLSC, puis on avait beaucoup de travail qui était ajouté du fait qu'il fallait toujours faire des prescriptions papier, tout ça. Puis ces ajustements-là, ils ont été vraiment chers aussi pour les autres professionnels. Mais Stéphanie, qu'est-ce qui a été changé là-dedans? Bonne question, Marianne. En fait... Si on va un peu historiquement, là, avant les pharmaciens, on n'avait pas le droit d'ajuster. On n'avait pas le droit. L'ordonnance nous arrivait, on ne pouvait pas y toucher. On pouvait appliquer notre jugement à savoir, est-ce qu'on la sert ou est-ce qu'on la sert pas. Mais l'ajustement, c'était pas quelque chose qui était dans les cartes.
En 2015, si je me trompe pas, est arrivée la loi 41. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, ça a été un peu la première grosse... c'est ça, le premier gros changement dans la loi sur la pharmacie. Puis avec la loi 41, ce que ça nous a permis de faire, c'était de faire des ajustements pour assurer la sécurité du patient. Ça, par contre, ça excluait toutes les substances désignées. Donc, les narcotiques, dont font partie tous nos TAO, les substances ciblées, là, comme les activants, clonazepam, etc., et les substances contrôlées, comme les psychostimulants, par exemple. Donc, ça nous laissait pas beaucoup de latitude pour ce qui est des TAO. En fait, ça nous en laissait aucune. Et depuis l'arrivée de la loi 31, il y a quelques années, environ 2 ans, si je me trompe pas, ce qui est vraiment le fun, c'est que maintenant, on a le droit d'ajuster autant pour assurer l'efficacité que la sécurité. Donc, il y a la portion efficacité qui s'ajoute à la donne. Et on a eu la collaboration aussi de Santé Canada pour nous permettre de toucher à nos fameuses substances désignées. Donc, maintenant, on a le droit d'ajuster à la hausse et à la baisse nos fameux TAO. Donc, je pense que là-dessus, surtout, on a vraiment une valeur ajoutée. Je pense, dans ma pratique, personnellement, ce qui est surtout intéressant, c'est pour nos fameuses omissions de 3 jours, disons pour méthadone. La personne se présente au 4e jour. Maintenant, je suis plus obligée de lui dire, désolé, on est vendredi soir, va falloir que t'attendes que ta clinique réouvre lundi. Puis en attendant, arrange-toi. Maintenant, ce que je peux faire, je peux lui dire, j'ai un beau tableau d'ajustement, je sais exactement comment le faire, puis je peux le faire moi-même. Go, on le repart maintenant, puis tu seras réévalué en temps et lieu par ta clinique. Fait que ça nous permet d'agir puis d'avoir un plus gros impact qu'avant. Donc, voilà ce qui a changé avec la loi 31. Ce qui est important, là, y en a-tu des pharmaciens dans la salle? Levez donc votre main. Il y a Richard. Richard, il est là. Il y en a plein d'autres. Yeah! Mais c'est aussi d'utiliser... tu sais, on leur parle souvent, là. Ayez pas peur de les appuyer aussi dans leur jugement clinique. La collaboration entre les professionnels est importante. Ils sont nos yeux, nos oreilles, nos mains. À tous les jours, ils voient nos patients, peu importe qu'ils fassent beau, pas beau. Et puis... ils vont pouvoir offrir un dialogue aussi avec ces gens-là, à savoir est-ce qu'ils sont confortables ou non. Puis il y a tellement de situations, vous les avez toutes vécues, là, je vois des petites têtes qui hochent, là, des déménagements, des rentrées-sorties en thérapie, des visites chez maman qui ne sont pas super bien passées finalement parce qu'ils ont skippé une journée. Puis, fait que l'efficacité du travail pharmacien, c'est aussi que tout le monde ait le bon rôle au bon moment pour l'usager, puis redonner confiance à nos personnes utilisatrices, que ces professionnels-là peuvent tendre la main vers eux aussi pour toute autre problématique. Je tiens à souligner la confidentialité dans les pharmacies. Hein? Tu sais, des fois, l'espace réservé, là, on pourrait aménager les choses de manière peut-être un petit peu plus agréable pour eux, d'avoir ce souci-là. Pardon. De pouvoir installer un milieu sécuritaire et confidentiel pour eux quand on a à avoir des discussions là-dessus. Puis, si vous faites des ajustements, c'est super, c'est ça qu'on veut. Ça prend un dossier à jour aussi. Vous allez voir, je vais être fatigante, là. Le DSQ puis le dossier à jour, c'est vraiment méga important. Oui, puis là-dessus... Oh, est-ce qu'on m'entend? Oui. Là-dessus, si je peux rebondir sur ce que Marianne a dit... En fait, c'est ça. Sur le dossier à jour, je pense que c'est... Mais pour nous, les pharmaciens qui sont dans la salle, là, je pense que c'est vraiment... Ça passe par la posologie qu'on rentre dans notre logiciel. Un petit truc assez facile à implanter, je pense, c'est d'écrire directement dans la posologie, par exemple, si on a une ordonnance... est-ce qu'on la voit? On la voit pas encore, l'ordonnance. On a un bel exemple d'ordonnance parfaite. Honnêtement, je pense que j'ai jamais vu d'ordonnance aussi parfaite que ça dans ma vie. Donc, c'est le but à atteindre, mais c'est pas forcément ce qui est obligatoire dans la pratique, là. Fait que dans cette ordonnance-là, on voit que on peut ajuster à la hausse la dose. Je pense que c'est du Cadian là, qu'on a mis dans cet exemple-là, ou de la méthadone, peu importe, tout se fait en pratique. Donc, c'est vraiment de le noter, par exemple, dans la posologie du médicament peut être ajusté par le pharmacien au X jours. Comme ça permet une meilleure communication avec l'équipe de pharmacie. On sait qu'il y a des pharmaciens remplaçants qui existent, qui sont pas là tous les jours, qui connaissent pas forcément nos patients. Donc, il faut que les dossiers soient extrêmement clairs. Et au DSQ aussi, si on l'écrit de façon claire, ça apparaît pour tout le monde qui va consulter le DSQ.
Concernant justement cet ajustement à la hausse qui est possible, je pense que ça, c'est quand même un autre aspect qui est sous-utilisé peut-être, mais qui est super intéressant. Une personne qui débute son traitement, par exemple, n'est pas forcément obligée de retourner à sa clinique aux 2 jours pour être ajustée pour son cardian. Je pense que c'est quelque chose que, comme pharmacien, on a les compétences de faire. Puis je pense que ça nous permet d'encore plus développer un beau lien de confiance avec nos patients. Donc, je pense que c'est ça. C'est quelque chose qui pourrait être super utilisé. Je pense que pour les pharmaciens dans la salle, c'est garder en tête aussi que on peut le faire. Des fois, ça peut être stressant, c'est de la nouveauté. On n'est pas toujours habitué de le faire, mais on le fait pour plein d'autres affaires. On a juste des psychostimulants pour des enfants qui ont un TDA. On a juste du prégabalin pour des gens qui ont de la douleur. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas ajuster de la méthadone ou du Cadian. Je pense que c'est juste de se minder là-dessus, puis de se dire, ben go, on le fait. Puis si toute la gang embarque, ben je pense que ça peut vraiment améliorer la qualité des soins qu'on donne ici au Québec. Et voilà. C'est bon. Maintenant, si on passe à la prolongation des ordonnances. On pense à la prolongation des ordonnances. Voilà, ça marche. On a tous besoin d'ajuster notre micro. Après, ça va être fait. Bien entendu, ce qu'on ne veut pas avec la prolongation des ordonnances, lorsque le pharmacien fait cette activité-là, ce n'est pas une ordonnance verbale qu'il fait au nom du prescripteur initial, ce n'est pas une fausse verbale, c'est vraiment une ordonnance qui est faite et signée par le pharmacien. Donc, il faut qu'il ait évalué son patient et l'objectif de tout ça, c'est d'éviter d'avoir des interruptions de traitement, surtout dans nos patients qui sont traités, c'est ce qu'on ne veut pas. Et ce qu'on ne veut pas non plus, c'est de les envoyer à gauche et à droite et utiliser des ressources à mauvais escient dans le système de soins. Donc, on a des conditions et modalités. Vous savez, hein, les pharmaciens, il y a à peine quelques années, on avait le droit de près de rien faire. Hein, du moment qu'on voulait faire quelque chose, il fallait envoyer un fax, il fallait se communiquer. Tout d'un coup, bien là, on peut partir de sortes d'affaires. Donc, c'est sûr que les collègues ont besoin d'une certaine courbe d'apprentissage. On le comprend bien. Puis quand il a fallu partir ça pour convaincre nos collègues, il a fallu mettre différentes conditions et modalités. Alors, on peut prolonger une ordonnance sans excéder la durée initiale de l'ordonnance ou maximum 1 an. Vous entendez le ministre parler d'un plan santé avec peut-être une réforme d'élargissement des pratiques. Alors, vous savez, toutes ces conditions et modalités-là, un peu tannantes, là, on veut faire sauter ça pour que, dans le fond, qu'est-ce qui nous guide? C'est le jugement professionnel et c'est le besoin du patient. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la prolongation? On ne veut pas interrompre un traitement pour le patient et on amène le patient à reconsulter, mais dans l'intervalle, bien, on veut s'assurer qu'il y ait une continuité. Donc, ce n'est pas une fausse verbale, ce n'est pas une verbale, c'est vraiment une prescription au nom du pharmacien. Donc, on va proposer à la personne de prendre rendez-vous avec le prescripteur, puis on va informer aussi, là, puis lorsque le pharmacien va entrer cette ordonnance-là, bien, elle va apparaître au DSQ à son nom comme prescripteur. Voilà, puis madame va être contente. Donc, c'était pour la prolongation. Il faut se parler, hein? Puis vous pouvez juste envoyer un fax au pire pour nous dire « Hey, on a ajusté ça, on a prolongé ça. » Puis M. Chosebin, il va t'appeler pour prendre rendez-vous. On est bien contents. Exact. La prolongation des ordonnances, comme Stéphanie l'a dit, elle n'était pas au départ prévue pour les substances désignées, hein, mais avec l'arrivée de la pandémie, l'ouverture de Santé Canada, on a pu étendre cela à l'ensemble de ces substances-là. Bien entendu, le pharmacien, toujours, ça se peut là, que vous ayez, on en parlera cet après-midi dans le Safe Supply, là, ça se peut que les pharmaciens fassent un saut de voir des fois des grosses doses. Hein, le pharmacien, là, il y a 5 minutes, il y avait peut-être une pneumonie à traiter, là, il y a un TAO, puis là, après ça, ça va être une phlébite. Alors, il faut comprendre aussi qu'on reçoit des rapports de coroner d'un côté où on se fait dire, faites attention, les doses, allez-y tranquillement, puis essayez de vous assurer qu'on donne la dose la plus petite possible. Puis là, après ça, on arrive avec une ordonnance de Safe Supply, on fait « Oh mon Dieu! » Alors, c'est important de se parler. Puis, si on veut que les pharmaciens en fassent de plus en plus, puis qu'ils montent leur courbe d'apprentissage, n'hésitez pas parfois quand vous dites « Je pense que ça va rebondir une dose comme ça », appelez donc. Puis, je pense que de discuter 2 minutes du cas, on va améliorer l'alliance thérapeutique entre les professionnels et avec le patient. Ça va faire une super belle triade, puis avec même quatuor ou une belle équipe. Il faut se faire un body là, dans les équipes traitantes aussi, les médecins, les pharmaciens.
Chez nous, comment on fonctionne, c'est que les pharmaciens vont passer par moi s'ils ont des questions. Puis au mieux de mes connaissances, je vais leur répondre si ça dépasse clairement ce que je peux faire. Mais des fois, juste de savoir jusqu'où je peux aller. Puis là, j'ai cette incertitude-là. On l'a dit tantôt, hein, polyconsommation, le patient, il a l'air à moitié mort sur la chaise. J'y sers-tu ou j'y sers pas? Mais il est toujours à moitié mort. Fait que c'est correct, on va continuer, tu sais. Mais nos pharmaciens sont bons, mais des fois, c'est juste de rappeler qu'on est derrière eux puis qu'on est là s'ils ont besoin. Puis quand ils ont un cellulaire ou une personne ressource aussi, ça facilite beaucoup les contacts. On vient qu'on se connaît, puis on n'est pas gêné de s'appeler puis de se déranger. Voilà. Puis je pense que c'est ça, la communication est super importante. Là. Je pense que c'est le point sur lequel je veux taper. Là. Mais la communication dans les deux sens. Donc, autant nous, on veut bien communiquer en ayant un DSQ super clair, en communiquant quand on fait des ajustements, en le disant à l'équipe. Mais l'équipe aussi, quand il y a, juste comme Patrick disait, quelque chose qui pourrait accrocher quelque part, une ordonnance comme celle-là, comme celle qu'on présentait tantôt avec des augmentations graduelles de Cadian, ça se peut que le pharmacien soit pas à l'aise parce qu'il l'a pas fait, pas parce que ça lui tente pas, mais juste parce qu'il sait juste pas quoi faire avec cette belle prescription-là. Fait que des fois, de juste prendre le téléphone puis de dire comme « Allô, je suis au bout de la ligne, est-ce que tu as des questions, je peux t'accompagner? » Juste ça, je pense que ça permet de désamorcer une situation puis de justement renforcer le lien avec toute l'équipe. Parce que des fois, nous, dans nos pharmacies, on a l'impression... En fait, on sait théoriquement qu'on fait partie de l'équipe, mais on est comme un peu isolé dans notre officine, fait qu'on a l'impression qu'on est tout seul un peu là-dedans. Fait que des fois, de juste prendre le téléphone puis de se parler entre êtres humains, je pense que ça peut vraiment aider les choses. Fait que ça, c'était une chose que je voulais dire. Et l'autre chose, je voulais revenir un peu sur la prolongation là, qu'on disait tantôt. C'est ça, comme on dit, c'est au nom du pharmacien. Fait que je pense qu'il y a aussi, c'est à nous de juger pour combien de temps on veut prolonger. On ne veut pas non plus remplacer le rendez-vous médical. Fait que je pense que c'est vraiment pour patcher en attendant, disons que le rendez-vous a été manqué, le cellulaire ne fonctionnait pas, peu importe. Là. C'est un relais. C'est un relais, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça, je pense qu'il faut le voir. Voilà. C'est tout ce que j'avais ajouté. C'est bon. Philippe, on ferait peut-être prochaine diapo, encore quelques mots sur l'ajustement de l'ordonnance. Pour la petite histoire, comme Stéphanie l'a dit, dans 41, on avait ajusté la dose pour assurer la sécurité. Puis la sécurité, les exemples, c'était beaucoup en cas d'insuffisance rénale ou en cas, par exemple, puis les seules montées à la hausse, souvent que les pharmaciens faisaient, c'était lorsque le poids de l'enfant n'était pas bon pour un antibiotique. Puis là, on disait, bon, ben, par exemple, la clarithromycine, 15 mg par kilo, la dose n'était pas bonne. Là, il allait à la hausse. Mais pour le reste des affaires, monter un antihypertenseur ou monter des hypoglycémiens, là, on était moins à l'aise. Alors, on est venu vraiment le clarifier dans 31. Ils peuvent faire des ajustements du médicament à la hausse ou à la baisse pour la sécurité ou pour l'efficacité. Maintenant, les cibles, quand on est dans des conditions comme ça, c'est assez difficile d'inscrire sur l'ordonnance une cible. Alors, les cibles, c'est celles qui sont reconnues, c'est selon le jugement du pharmacien ou selon si on veut, la discussion du cas qu'on a eu ensemble. Parce qu'on avait ça aussi dans 41. Là. On pouvait ajuster pour atteindre des cibles qui étaient inscrites sur l'ordonnance. Ça va bien pour une TSH, là. Mais dans plein de conditions autres, notamment en santé mentale, c'est assez difficile d'aller écrire une cible sur une ordonnance. Ça n'avait juste pas d'allure. Alors, quand on se met à vouloir mettre des conditions et modalités là, dans des règlements, ça vit bien mal sur le terrain. On emmerde le monde plus qu'on aide. Alors, on fait sauter ça, puis on se fie au jugement des professionnels et à leur collaboration. Pour l'ajustement de l'ordonnance, au départ, ça excluait les substances désignées. Et avec Santé Canada, on a travaillé avec eux en disant, c'est parce que ça serait dommage là, qu'on ne puisse pas travailler avec les médicaments pour la douleur, les médicaments comme méthadone, Suboxone, par exemple. Et on a fait une proposition à Santé Canada de dire, écoutez, la prescription, elle permet un certain équivalent milligramme. Par exemple, vous me faites là, je vais faire un exemple de douleur, c'est plus simple. Vous allez le comprendre. Là. Vous me faites une ordonnance de morphine 5 mg, une cinquantaine de comprimés, un comprimé aux 4 heures, c'est douleur. Bon. Alors, ça nous permet, comme pharmacien, de mettre une quantité de milligrammes en circulation par l'ordonnance. Après ça, à l'intérieur de ce nombre de milligrammes-là,
comme pharmacien, je peux jauger à la hausse ou à la baisse pour pouvoir ajuster. Donc, on est venu dire à Santé Canada, je pense que ce qui est important pour vous autres, c'est de s'assurer qu'on ne se mette pas à mettre des quantités sur le marché licite ou illicite, des quantités qui outrepassent ce que le prescripteur a mis. Après ça, quand on joue dans la patinoire de jauger la bonne dose, on est dans des soins de santé, puis restons dans des éléments professionnels et ils ont accepté ça. Alors, c'est pour ça que ça fait en sorte qu'on peut le faire. Bien entendu, je vais faire mon statement aujourd'hui, là, lors des pharmaciens, on aimerait avoir, comme dans toutes nos activités, un pouvoir là, de ne pas jouer justement dans cette patinoire-là d'équivalent milligrammes, mais comme dans tous les autres médicaments, avoir un statut de prescripteur ou un statut de praticien qu'on appelle au niveau de Santé Canada et qu'on soit reconnu puis qu'on puisse faire nos activités telles qu'elles le sont, autant avec les médicaments usuels ou les substances désignées. Alors, plusieurs fois que j'en parle à Marie-Ève, puis on a besoin sûrement de vous autres, mais c'est pas simple parce que l'Ordre des pharmaciens ne peut pas faire sa demande à Santé Canada. Il faut que ce soit un ministère provincial de la Santé qui demande ça à Santé Canada et il faut s'assurer que l'ensemble des provinces soit d'accord. Disons qu'au Québec, on fait toujours un peu bande à part et là-dessus, on est très militant pour les activités des pharmaciens dans ce domaine-là et l'Ordre supporte justement les pharmaciens à faire. Cet après-midi, je vous dirai qu'est-ce que je veux qu'on fasse là, pour encore mieux faire les choses. Donc, l'ajustement, je ne sais pas si Stéphanie, tu voulais ajouter ce que tu as dit tout à l'heure dans l'ajustement. Ça faisait pas mal le tour. Ça fait pas mal de tour. Parfait. Un autre élément qu'on peut faire, c'est le transfert d'ordonnance. Je pense que les filles, vous allez avoir, je vais juste déposer qu'est-ce qu'on peut faire, puis je vous laisse donner des exemples. Donc, auparavant, le patient arrivait dans une pharmacie, puis son ordonnance, il fallait qu'elle soit absolument écrite, on en parlera tantôt, elle ne pouvait même pas être verbale, puis elle était prise dans une pharmacie, puis on ne pouvait même pas la transférer. Là, avec la pandémie, on peut transférer des ordonnances des substances désignées, incluant les stupéfiants. Donc, ça peut être dans la province, ça peut être interprovince aussi. Et donc, on n'a plus cette embûche-là maintenant. Qui était un travail colossal, insupportable. Amen, les transferts d'ordonnances. Mais elles doivent toujours être faites en totalité. Hein? C'est important de savoir que les patients ont besoin de cette liberté-là, eux autres aussi. Fait qu'enfin, on leur redonne un petit peu de contrôle sur leur vie, sur leurs besoins, sur la visite qu'ils ont envie de faire à des amis ou à la famille. Tantôt, je parlais des déménagements, là, justement, l'instabilité résidentielle, tout ça aussi, c'est un enjeu. Je sais qu'à Montréal, il y a une pharmacie à tous les coins de rue, là, dans certains quartiers, puis en Gaspésie, il y en a 2. T'sais. Fait que c'est pas toujours la même charge de travail que ça amène. Mais nous, on a vu une augmentation de la rétention au traitement qui est évidente aussi depuis que ce changement-là a été fait. Parce que quand on allait visiter nos amis, bien, on n'avait pas notre traitement, fait qu'on s'en allait là, puis on allait s'arranger sur le marché noir du coin, puis encore faut-il connaître quelqu'un. Puis c'est là qu'on mettait les gens à risque de toutes sortes de méfaits. Fait que bravo. Puis n'oublions pas que la pharmacie désignée peut encore exister, hein, si on a besoin de signaler une substance ou une personne précisément. Philippe, il y avait une anecdote vraiment crunchy. Mais c'est ça. Moi, pour le transfert d'ordonnance, honnêtement, je pense que ça a quand même changé la donne. Là. Ça donne beaucoup de souplesse à tous nos patients. Ça leur donne un petit peu le contrôle sur leur quotidien, sur leur vie. Ça a quand même été accompagné par certains défis, je pense, dans les derniers mois, notamment pour ma réalité, là, pour les patients qui sont hospitalisés. Nous, c'est arrivé à quelques reprises des patients pendant leur hospitalisation qui faisaient transférer, mettons, leur ordonnance par exemple, de TAO, fait que des méthadones ou de Safe Supply dans une pharmacie près de l'hôpital, puis qui prenait en fait le double de sa dose de méthadone. Donc, il a cherché sa dose de méthadone à la pharmacie qui venait de faire transférer et sa dose de méthadone à l'hôpital. Donc, on a eu certains cas de surdose cette année, puis les cas se sont un peu multipliés. Fait que là, on essaie de faire de la sensibilisation quand même
aux pharmacies du coin alentour de l'hôpital, à savoir peut-être de poser un peu plus de questions si jamais il y a un transfert, par exemple, d'un seul des médicaments. Tu as un patient qui va demander juste le transfert de son TAO, mais pas nécessairement des autres médicaments. Il y a peut-être raison d'ouvrir un peu un dialogue, pas jouer à la police, mais quand même juste rappeler que si le patient est hospitalisé, on veut pas non plus assister à des cas de surdose. Fait que on essaie quand même d'appeler un peu à la vigilance à ce niveau-là. Marianne a parlé du programme de pharmacie désignée. Ça vous dit quelque chose, ça? Quand on parle de ça, là, juste hocher de la tête, ouais, je vois, c'est bon. Parce que c'était populaire pendant bien des années. On voit peut-être un déclin depuis un petit bout de temps là-dessus. Pour ça, je me demandais, c'est-tu parce qu'on le connaît moins? Mais c'est un programme qui permet de c'est un programme avec l'Ordre des pharmaciens où tout est anonyme. Est anonyme sur ce qui est les seuls éléments qui sont divulgués sont les éléments nécessaires. Par exemple, si on pense que pour le patient, il serait bien qu'il se choisisse une pharmacie parce qu'il peut, pendant qu'on l'ajuste, surtout au début, garder une confiance et de l'envoyer, il se choisit une pharmacie et ça envoie aux pharmacies aux alentours cet avis-là que le patient a choisi telle pharmacie pour pouvoir aller chercher son traitement. Ça se révoque. Alors ça, quand le patient va bien puis que le truc, on peut lever la pharmacie désignée et aussi, le patient peut décider de changer aussi de pharmacie désignée. Mais lorsqu'on reçoit cette demande-là de pharmacie désignée, il y a une chaîne, là, ça s'en va vers des pharmacies dans un secteur. On ne l'envoie pas au Québec en entier, là. Il y a quand même une balance entre la confidentialité puis pour les patients. Mais c'est ça, le programme de pharmacie désignée ou de patient désigné, c'est avec l'Ordre des pharmaciens. Vous pouvez demander aux patients de choisir une pharmacie là, lorsque vous jugez que c'est requis. Voilà. Puis juste commentaire par rapport au transfert, je pense que c'est vraiment génial là, que ça puisse maintenant se faire autant dans la province qu'interprovincial aussi, parce qu'avant, on n'avait pas le droit interprovincial non plus, puis ça nous bloquait des fois. Je pense, par contre, le petit bémol que je pourrais apporter, puis ça rejoint un peu ce que Philippe disait, mais la stabilité, pour moi, est quand même importante, là. Surtout quand on sait qu'à Montréal, il y a une pharmacie à chaque coin de rue. Tu sais, je pense que d'avoir une discussion avec la personne, de savoir justement pourquoi elle veut transférer, à mon avis, ça reste quand même pertinent. Le but, c'est de permettre justement à la personne de vivre sa vie, là, d'avoir des amis, d'aller en Gaspésie si ça lui tente, de faire des petits voyages et tout. Mais je pense pas que le transfert devrait s'appliquer si, disons, c'est juste parce que ça lui tente pas d'aller au coin de rue d'après puis que là, on doit faire transférer tout le dossier. Là, j'ai l'impression que ça fait plus effriter le dossier puis ça permet justement... En fait, ça enlève le plus-value, je pense, du pharmacien d'avoir ce lien-là avec la personne, de l'avoir au quotidien ou à la semaine. Puis ça augmente vraiment le risque d'erreur, à mon avis aussi. Fait que je pense que c'est ça. Transfert 100%, oui, mais pas dans tous les cas, à toutes les conditions. Puis encore une fois, c'est ça, c'est d'avoir la petite discussion avec la personne à savoir pourquoi. Si la pandémie nous a aidés dans le transfert des ordonnances, ça nous a aussi permis de prendre des prescriptions verbales. Ça fait des années qu'on demandait ça. La pâte à dents est sortie du tube. Elle ne rentrera probablement plus. Parce qu'il faut comprendre que Santé Canada, depuis après 2018, veut changer la réglementation qui est vieille comme Mathusalem. Là, ça n'a pas d'allure. Alors, ces assouplissements-là ont été pendant la pandémie et Santé Canada les ont prolongés jusqu'à septembre 2026, fort probablement le temps qu'ils auront besoin pour mettre à jour la réglementation. Mais pensez pas que demain matin, on va arrêter de faire des transferts ou on va arrêter de prendre des verbales. Ça va être terminé. Un élément qui avait eu énormément d'assouplissement puis qu'il a fallu peut-être ramener un peu les choses, Marianne, c'est la livraison et la supervision des doses. Je te laisse peut-être la parole là-dessus. Pendant la pandémie, là, on pouvait tout plus sortir, puis là, le monde qui prenait un TAO passait 6 heures, puis là, on pouvait plus sortir, on mangeait des tickets par la police, puis bon, on peut-tu livrer, puis mais j'ai le COVID. Puis là, le pharmacien il dit non, tu rentres pas dans ma pharmacie. Ouais, mais là... Fait que les livraisons ont été un petit peu plus ouvertes à ce moment-là, mais ce qu'il faut se rappeler d'une livraison, c'est qu'une livraison, c'est une dose à emporter. Le livreur ne peut jamais superviser une dose de médicament parce qu'il n'est pas habilité à le faire, puis c'est bien correct. Mais
là, on a des personnes de plus en plus âgées. Moi, j'ai des MPOC décompensés là, qui ne sont pas capables de sortir de chez eux parce qu'ils vont s'effondrer au bout de leur essoufflement. On a des gens qui ont eu... j'ai vu un patient qui a eu un gros accident de la route avant Noël, les 2 jambes fracturées. Il ne peut pas se payer un taxi à tous les jours pour y aller. Fait qu'on a commencé à mettre des aménagements avec une livraison quotidienne, mais qui forcément amène une dose non supervisée. Fait qu'il faut juste garder ça en tête que si on demande ça, c'est une dose à emporter, puis que le pharmacien va l'écrire aussi là, dans son dossier extraordinairement bien rédigé, avec la bonne dose, les doses manquées, avec les dates visées, tout ça. Puis, peut-être aussi que nous, comme soignants aussi, il faut qu'on commence à aménager. Tu sais, on en a parlé, hein, des doses supervisées, non supervisées, jusqu'où je laisse des grosses prescriptions de narcotiques à la maison à coup de 3-4 jours. Mais il va falloir qu'on avance nos réflexions justement à cause de toutes ces limitations physiques, entre autres, de se déplacer. Mais... les infirmières aussi, moi, j'ai livré de la méthadone aussi, ça m'est arrivé. Fait que moi, je l'ai supervisé, j'ai appelé mon pharmacien, c'est bu, à 9h20, 10-4. Puis ça a fonctionné, mais c'était des choses qu'on s'était entendues parce que le patient avait vraiment une condition de santé précaire, puis que le pharmacien le voit bien aussi qu'il ne file pas. Fait qu'on, quand on se parle, on peut trouver des terrains d'entente. Puis les prescriptions verbales, bien, ça aussi, moi, mon médecin était là 2 jours semaine. Notre IPS aussi n'est pas là tous les jours. Quand on fait des réévaluations, quand il y a eu des changements, je l'ai vu, le patient, j'ai fait mon travail, je fais le rapport à mon prescripteur, il dit « c'est beau », bien, il peut appeler puis c'est réglé. Là, après ça, il fallait se courir à un fax. Faxer ça à l'hôpital, trouve le fax, pogne le fax, signe le fax, tu sais. Fait que merci, on veut plus jamais que ça revienne en arrière. N'oubliez pas que les ordonnances verbales se font d'un professionnel à l'autre. Alors, malheureusement, les secrétaires ne peuvent pas faire d'ordonnance verbale pour le moment. Encore moins pour les substances désignées. Alors, n'oubliez pas là, que les ordonnances sont soit écrites, mais si elles sont verbales, elles doivent se faire de professionnel à professionnel. Et si c'est possible, aussi d'éviter des multiples intermédiaires. Ça, c'est comme le jeu du téléphone. C'est le fun au party de Noël, mais quand c'est des ordonnances de substances désignées, c'est mieux de faire directement d'une personne à l'autre. Puis ça permet de jaser, d'accord. hein? Justement, de dire, ouais, ce patient-là, comment tu le trouves dernièrement? Puis là, on a un petit pep talk, puis ça nous aide. Exact. On a parlé des ordonnances verbales, du transfert, de comment on peut ajuster, mais un grand pan de mur, Stéphanie, de la nouvelle loi, c'est que le pharmacien peut amorcer des médicaments sous prescription dans plusieurs circonstances. On vous a parlé tout à l'heure de l'ajustement qu'il peut faire dans les ordonnances, mais dans certaines situations, dans certaines conditions de santé, il peut tout simplement évaluer le patient et décider d'amorcer des médicaments, pas juste des médicaments de vente libre, mais des médicaments sous prescription. Que l'on parle de la post-exposition au VIH, qu'on parle de contraception orale d'urgence, mais même de la contraception hormonale. Et là-dessus, je pense que c'est intéressant que Stéphanie va vous nommer, puis elle va vous parler de qu'est-ce qu'elle peut faire, souvent même alentour des TAO, pour pouvoir justement là, amorcer des thérapies qui pourraient être d'appoint ou qui pourraient être aussi là, souvent là, à côté des conditions de santé majeures du TAO. Oui, exactement. C'est ça. On a parlé beaucoup de TAO, mais la personne qui reçoit un TAO n'est pas que ça non plus, donc peut avoir d'autres problèmes de santé aussi. Des fois, cette personne-là n'a pas forcément un médecin de famille. On sait que quand quelqu'un n'a pas de médecin de famille, des fois, c'est un peu le parcours du combattant aussi pour avoir accès à une consultation. Fait que je pense qu'ici, justement, le pharmacien, on a un beau rôle qu'on peut combler. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire non plus. On n'est pas médecin non plus, on ne peut pas les remplacer, mais je pense qu'il y a plein de conditions sur lesquelles on peut agir justement rapidement auprès de notre patient qu'on connaît super bien, puis c'est ça l'avantage. Puis là, je voyais, c'est ça, pendant que Patrick parlait, je voyais des gens qui avaient l'air un peu surpris. Puis ça, c'est le point que je veux amener pour les pharmaciens, justement, dans la salle.
c'est un peu à nous de faire la promotion de ces services-là. Si la personne vient nous voir puis qu'elle a un problème de santé, que nous, on sait qu'on a une petite ligne dans la loi 31 puis qu'on peut faire quelque chose, il ne faut pas attendre que la personne nous demande ce service-là, parce que si la personne n'est pas au courant, elle ne nous le demandera jamais. Fait que c'est à nous de le proposer puis d'identifier les situations où est-ce que ça peut être pertinent. Puis comme vous le voyez, ça touche vraiment plein de sphères différentes. Là, honnêtement, dans ma pratique, j'utilise ça quasiment à tous les jours. Autant ça peut être la prescription de médicaments MVL qui peut avoir l'air banal, mais une personne qui a de la douleur puis qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter du Tylenol en vente libre, ben c'est super pertinent de se le faire prescrire par son pharmacien. Déjà, ben pour la clarté du dossier, ça apparaît dans le dossier, donc ça apparaît au DSQ. Je pense pas qu'on doit le prescrire dans tous les cas, mais je pense qu'il faut appliquer son jugement. Donc ça permet des fois d'économiser des sous. Un patient TAO qui va avoir beaucoup de constipation, qui nous en parle au comptoir, ben on peut lui prescrire son fameux Laxadé en appliquant un code. Quand c'est pour de la constipation associée au médicament, on a le droit de prescrire le médicament ainsi que le code. Je pense par exemple à un autre patient qui était venu me voir. Il prend son TAO, il avait de la diarrhée cette journée-là, quand même pas mal. Il est sous lithium. Je sais qu'il y a un risque de déshydratation. Je sais que les solutions de réhydratation orale, ça coûte quand même cher en vente libre, puis qu'il n'a pas forcément les sous. Bon, ben go, je peux lui en prescrire. Il y en a un qui est couvert par la RAMQ. Fait que, tu sais, c'est à nous d'y penser puis de le proposer au cas par cas. La prescription d'IPP, par exemple, chez quelqu'un qui n'en a jamais eu, en attendant qu'il puisse voir son médecin, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Fait que voilà, c'est Cessation tabagique? Cessation tabagique. Post-exposition VIH aussi. Pour l'amorcer rapidement, on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que ce soit débuté super, super rapidement. Fait que ça, justement, de passer en pharmacie, d'avoir l'évaluation par le pharmacien, ça évite, en fait, ça raccourcit les délais avant d'avoir un suivi. La cessation tabagique, on avait les substitutions de nicotine, mais depuis 31, on a ajouté le Champix et le Ziban aussi, qui ont été... on n'a plus besoin d'ordonnance collective, le pharmacien peut... ça fait partie de l'arsenal. Mais tout à l'heure, Stéphanie, tu parlais que parfois, ces patients-là ont d'autres problèmes de santé autour, puis ils n'ont pas nécessairement de médecin de famille ou médecin facilement accessible. Du moment où on a un diagnostic, par exemple, pour une autre condition chronique, on pourrait être demandé en consultation. Oui, ça, c'est une autre chose intéressante qui est arrivée avec la loi 31, là, les demandes de consultation. On a l'habitude, dans l'imaginaire, des demandes de consultation, ça se fait à un médecin spécialiste, mais maintenant, ça peut être fait aussi à un pharmacien. Fait que, disons, je ne sais pas, c'est un cas complexe, polymédicamenté, l'équipe traitante se demande une question spécifique. OK, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Quelle molécule on pourrait ajouter dans tel cas? Ça peut être en lien avec le TAO, mais ça peut être en lien avec n'importe quoi d'autre. Une demande de consultation peut être lancée aux pharmaciens communautaires. Je sais que dans la pratique, ça se fait aussi beaucoup avec les pharmaciens hospitaliers, mais ça peut être fait avec les pharmaciens communautaires aussi. Puis ça, la réponse peut arriver après ça, par téléphone, par fax, selon les délais qui vont avoir été convenus. Donc ça peut être super pertinent, puis ça nous permet d'avoir encore plus de latitude que ce que la loi 31 nous permet. Donc on peut, avec une demande de consultation, selon ce qui va avoir été convenu, pas juste forcément ajuster à la hausse ou à la baisse, mais initier aussi des molécules selon le plan qui aura été défini. Fait que ça peut être super intéressant comme collaboration. C'est une façon de débarrer la clé pour pouvoir ajouter, pas juste ajuster des doses, mais ajouter des molécules. Par exemple, je peux avoir un patient qui est sorti de l'urgence avec un antihypertenseur, il est à amlodipine 2.5, je peux bien m'amuser à le monter à 5 puis à 7.5, mais à un moment donné, je vais être pris. Si je suis demandé en consultation, puis là, je vois le patient, je l'évalue, voici mon plan, vous me dites « c'est super », ben je peux ajouter d'autres molécules et, dans le fond, puis on est allé sur le même modèle que vous connaissez bien souvent, qui est la demande de consultation entre pairs ou entre Omni ou entre Omni et spécialistes ou avec les IPS. Donc, on n'est pas inventé une autre patente à côté, on est allé dans quelque chose que vous connaissez bien, la demande de consulte. Donc, ce qu'on disait avec Stéphanie, c'est que ces conditions-là, c'est des conditions pour lesquelles le pharmacien peut amorcer lui-même. Mais en plus de ça, une fois qu'on a des diagnostics, si vous avez besoin de nous pour ajouter des molécules, pour suivre des patients dans certaines thérapies, vous pouvez nous demander en consultation. Puis l'idée là-dedans, c'est que quand on a fait 31, on a parlé avec des groupes de patients, puis ils nous disaient, c'est le fun d'avoir plein de professionnels autour de nous.
Mais pouvez-vous vous organiser pour vous parler? Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un, le lundi, monte mon médicament, le mardi, il y en a un autre qui le baisse, puis le mercredi, un qui le cesse, puis on dirait que je ne sais pas si vous vous êtes parlé. Alors, en y allant avec la demande de consultation, ça permet que la personne qui est responsable du diagnostic sait qui a en main l'ajustement et qui ajoute des molécules pour qu'on soit des gens qui ne sont pas coordonnés autour du patient. Alors, ça se voulait dans un esprit de coordination, d'utiliser à plein essor le pharmacien, mais de savoir qui fait quoi dans le dossier. Puis l'autre chose que j'aurais à rajouter, pas par rapport à ça, mais par rapport à la diapo en général des autres affaires qu'on peut faire, mais il y a la vaccination qui est rentrée aussi en pharmacie. On sait que la population, de manière générale, est sous-vaccinée pour plein d'affaires. Puis d'avoir accès à ce service-là directement à la pharmacie, je pense que ça peut être bénéfique aussi, là. Je pense par exemple à la COVID, quand il y avait les grosses campagnes de vaccination, nos patients TAO, des fois, ou nos patients plus vulnérables qui ne vont pas forcément aller sur Clic Santé, prendre un rendez-vous, se déplacer, arriver exactement à l'heure du rendez-vous. Ça a été quand même vraiment bénéfique de leur proposer directement sur place « Hey, est-ce que tu es intéressé par le vaccin? Je l'ai, go, OK, on y va, 5 minutes plus tard, c'est fait, c'est réglé. » Fait que ça, on peut participer beaucoup à la campagne de vaccination pour tous les types de vaccination. 2 millions de vaccins ont été donnés en pharmacie depuis, 2 ans qu'on peut faire ça? Oui, c'est énorme. La pandémie a aidé, là. Mais ça a permis aussi que les pharmacies embarquent. Si au départ, ils se disaient « Ah, je vais-tu vacciner? » La pandémie a amené un essor pour pouvoir instaurer ce soin-là à l'intérieur. Puis dans la vaccination, il n'y a pas de liste de vaccins que le pharmacien peut faire. Alors, il peut prescrire et administrer tous les vaccins. Il va le faire avec les infirmières qui ont en pharmacie, il peut se faire aider de ses assistants techniques, il peut se faire aider aussi des infirmières auxiliaires pour pouvoir administrer les vaccins. Alors, voilà. Donc, la vaccination, mais est-ce qu'il y a des frais? Pas de frais. Il n'y a pas de frais. Mais pour ça dépend le de quel patient. vaccin. Oui, c'est ça. Je C'est voulais une bonne juste qu'on le question. dise. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a les vaccins de santé publique. Il y a en fait 2 catégories de vaccins, là. Les vaccins de santé publique dont font partie, exemple, COVID, influenza pour la population désignée. Ça, non, il n'y a aucun frais. Pour les vaccins qui ne sont pas de santé publique, bien là, oui, il y a le frais du vaccin qui n'est pas couvert et les frais d'injection, souvent par le pharmacien ou l'infirmière. Puis Marianne a parlé de quelque chose de fun, là, les frais. Tout ce qu'on vous parle là, tout à l'heure, ajuster une ordonnance, prescrire des médicaments de vente libre, transférer l'ordonnance, il n'y a pas de frais aux patients. C'est payé à 100% soit par le régime d'assurance maladie ou d'assurance médicaments. Bien entendu, si on prescrit, on amorce un traitement, la consultation est 100% remboursée. Le patient, il y aura le volet médicaments là, selon l'assurance médicaments. Mais c'était un problème parce que lorsqu'on était sous le régime de l'assurance médicaments, imaginez, là, on reçoit une ordonnance, il y a un problème sur l'ordonnance, je dois contacter le prescripteur, faire un ajustement. Je vais faire payer 25% de la facture au patient pour gérer Les pharmaciens est extrêmement mal à l'aise avec ce régime-là, mais avec 31, on est venu complètement régler ça. Donc, pour les patients, tout ce qui est honoraire professionnel de la consultation, c'est à 100%. Merci, Marianne, de nous avoir amené ça. Puis pour les gens en situation d'itinérance, la pharmacie, c'est souvent un endroit plus sécuritaire, un espace d'accueil. Ils ont été en contact avec une plante bizarre, ils ont des boutons, quelque chose. Tu sais, il n'y a rien de pire qu'une maladie dermatologique pour avoir l'air d'une autre maladie dermatologique. Puis les pharmacies, c'est un bel endroit pour avoir ce genre de discussion-là, avoir accès à une crème, un savon différent aussi. Ils ont vraiment des conditions d'hygiène qui sont difficiles, fait que en pharmacie aussi, ils vont pouvoir trouver là des bons conseils puis de l'aide sans jugement, parce que vous êtes bons. Mais comme tu as dit, il faudrait qu'on utilise, on va travailler ça là, pour que le volet de la confidentialité, on a des bureaux de consultation qui sont sous-utilisés. Il faudrait enlever les serveurs puis les manteaux, là, puis que ça serve vraiment à avoir les patients puis à avoir la consultation de plus en plus avec cette nouvelle loi-là. On est en pénurie de personnel comme vous tous, là. Alors, si on peut avoir plus de pharmaciens, plus de gens, bien, on pourrait doubler souvent les pharmaciens qui sont en service, avoir vraiment de la consultation sur rendez-vous à l'intérieur du bureau pour que ces clientèles-là puissent avoir les services qui... Mais c'est essoufflant un peu parce qu'on manque de monde, bien entendu, comme dans le reste du réseau. Et là, oui, le temps file. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la substitution de médicaments en pharmacie? OK. La substitution en pharmacie,
C'est pas de changer le Cadian pour du MS long. Ça, là, on est vraiment dans de la morphine longue action. Quand on parle de substituer thérapeutiquement, c'est vraiment changer la molécule. Il n'y a plus de tel antihypertenseur, je change complètement. C'est pas de donner un générique, c'est vraiment de changer la molécule. Alors, comprenez que dans ce temps-là, on n'a pas... la patinoire est quand même circonscrite. On peut le faire lorsqu'on a une rupture d'approvisionnement. On peut le faire aussi lorsqu'on a un problème qui est lié à l'administration. Patient on avait un médecin des soins intensifs tout à l'heure, alors souvent, un médicament qui ne s'écrase pas, il y a un TNG aux soins intensifs, alors on peut substituer le médicament sans devoir appeler le prescripteur. Si le médicament il pourrait être retiré du marché, mais très souvent, là, c'est lorsqu'on a un problème de rupture d'approvisionnement. Puis, peut-être vous donner un exemple, là, quand on a eu le problème de Cadian, le Moses de problème de Cadian, bien, le changer pour du MS long, on n'est pas dans de la substitution thérapeutique, on est encore de la morphine qui était de la longue action 24 heures pour du 12 heures. Ça, on peut faire ça de manière usuelle. Peut-être qu'on a un petit mal à l'aise, on est peut-être un peu mal à l'aise de le faire au départ. C'est peut-être plus simple de changer un antihypertenseur pour un autre, mais quand on parle de substitution thérapeutique, c'est vraiment, dans certaines circonstances, on peut complètement changer la molécule. Et comme on change complètement la molécule, le pharmacien a le devoir de vous aviser que votre patient n'est plus sur la même molécule qu'avant. Alors, à chaque fois qu'il ajoute un médicament ou qu'il change le médicament, c'est les quelques circonstances dans lesquelles on a maintenu l'obligation de vous communiquer ça. Si on fait des ajustements de dose ou si on fait des choses un peu plus mineures, bien, c'est selon le jugement du pharmacien. Mais il faut aussi aviser le patient. Des fois, on oublie de leur dire. Puis même quand on parle de Safer, d'Ilodid, puis on passe au générique, c'est vrai que quand on passe au générique, on n'est pas obligé de le dire. Mais il faut le dire dans les faits parce qu'on le sait que ça a un changement quand ils font le mix, là. Fait que c'est important. La communication, là, tu dis, mais il faut parler à l'usager aussi, puis lui dire. Puis des fois, il y en a aussi qui vont dire hey, « moi, j'en veux pas. Moi, je veux du générique. » Ou moi, au contraire, j'en veux vraiment pas sous aucun prétexte. Bon, après ça, il y a l'approvisionnement et tout ça, puis on fait avec ce qu'on a, là, mais c'est important d'aviser le patient et le prescripteur dans un cas de substitution. Tu as tellement raison. Bon, fait que on a eu des discussions très riches dans cette heure qui achève déjà. Fait que quel message vous voulez communiquer aux gens ici dans la salle? C'est quoi les messages clés à retenir de la séance d'aujourd'hui? J'ai le goût de faire un test. Voulez-vous répondre, vous autres? La communication! Oui! Bien utiliser le DSQ? Oui! Se faire confiance pour les pharmaciens? Oui. Oui, vous êtes en masse capable. Vous avez appris à le faire. C'est juste qu'on vous a pas donné l'espace longtemps légalement pour le faire. Bien, maintenant, c'est le temps. Vous avez la possibilité, vous avez des collègues avec vous autres, vous avez des équipes qui sont disponibles pour vous donner un coup de main en cas de doute. Puis, parlez à votre patient. C'est eux qui vivent avec le médicament. Caroline, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'eux ont besoin et vivent. On l'a mentionné tout à l'heure, les pharmaciens, pensez aux gens qui sont en aval de vous autres. Hein. Vous avez vu le patient, vous avez fait votre diagnostic, vous avez dans votre tête un plan de traitement. Bien, votre allié, qui est le pharmacien, il arrive après dans la chaîne. Pensez au suivant, donnez au suivant, qui est le patient, mais aussi un peu le pharmacien, pour que vous puissiez faire alliance encore de meilleure façon. Puis, pour le bien du patient, puis sécuritaire aussi. Puis quand on fait ça, là, nous, à Sherbrooke, quand on a commencé, là, les pharmaciens, la première année, ça a été difficile. Là. On se faisait appeler presque tous les jours. Ils voulaient juste être sûrs. J'ai-tu bien compris la prescription? Est-ce que c'est bien ça? Après l'année, là, je me fais presque plus appeler parce qu'ils sont rendus vraiment bons, sont habitués, ils connaissent nos manières de travailler, puis ils savent aussi qu'ils ont l'espace s'ils veulent nous appeler, par exemple. Puis qu'on a des médecins, on a une IPS qui sont smart puis qui écrivent sur la prescription. Je sais que c'est beaucoup ou je sais que c'est bizarre. Mais j'ai calculé telle affaire, puis ça marche. Bonhomme sourire. Ça, c'est bon. On a besoin d'être rassurés. Bien, c'est une courbe d'apprentissage. Hein. Comme on l'a dit, ça a été des années en disant que la moindre affaire que tu fais, il faut absolument que tu demandes la permission. Vous savez, j'ai fait mes stages à l'université avec Marie-Ève à Québec. Puis, on faisait les tournées, puis le pharmacien, il demandait même pour on pourrait-tu lui faire une créate, on pourrait-tu lui faire des ions? Fallait demander tout le temps.
Alors là, il faut comprendre qu'on passe, des fois, le balancier, il passe à l'autre bout. Mais on a une courbe d'apprentissage à faire. Alors, 20 ans de demander de permission, ça se peut que ça prenne plus que 20 mois pour pouvoir avoir monté notre courbe d'apprentissage dans à peu près plein de pathologies. Puis Alors, aussi, c'est normal. en TAO spécifiquement, ça a été tellement strict pendant des années que je pense que ça en a traumatisé plusieurs. Maintenant, c'est comme s'il n'y avait plus de barrières puis qu'on peut tout faire. Fait qu'on passe comme d'une extrême à l'autre. Fait que je pense que ça prend du temps quand même pour changer les pratiques puis les mentalités. Fait qu'il faut se donner le temps. Puis on va travailler des formations. C'est ça que là. j'allais dire, mais l'Ordre des pharmaciens fait quelque chose, hein? Ben oui. C'est ça, on va travailler c'est sûr qu'on va travailler des formations. Les formations, on est plus, faut pas se le cacher, puis on n'est probablement pas les seuls à être plus à l'aise en santé physique qu'en santé mentale. Alors, c'est quelque chose qu'à l'ordre stigmatisation, diversité, inclusion, l'évaluation de la condition mentale à des fins d'ajustement des médicaments de santé mentale. C'est vraiment un créneau que vous allez voir l'Ordre des pharmaciens travailler dans les prochains mois. Le TAO aussi. Lorsqu'on fait, il y a des collègues qui ont fait les formations sur l'INSPQ, mais comme on dit avec Marie-Ève, probablement que c'est le 201, puis on a besoin de faire le TAO 101, puis on va le faire. On va le faire avec, il y a du beau monde ici, là, avec qui on a travaillé, là, puis il y a plein de monde dans la salle. Ça se peut qu'on vous sollicite pour nous aider, parce qu'on veut que ça serve pour les pharmaciens, pour les assistants techniques aussi. Hein, on veut que ces gens-là soient formés là-dedans. Puis, ce qu'on veut, c'est que même impliquer des patients partenaires pour que ça sonne, pour qu'on leur dise parfois aux pharmaciens de comment les gens qui entrent dans les pharmacies, comment ils se sentent. Donc, des fois, c'est une bonne façon d'apprendre lorsqu'on a un peu la réalité du patient devant les yeux. Bon, ben, merci beaucoup pour ces belles discussions.